Salut à tous, c'est Popsinoche numéro 10, votre magazine 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux évidemment, avec au programme aujourd'hui un retour en arrière sur la dernière cérémonie des Césars en compagnie du réalisateur lui-même césarisé Régis Varnier, un hommage à l'immense affichiste de cinéma René Ferracci, les dernières news du prochain Fast and Furious, tout ça et d'autres choses encore évidemment dans votre Popsinoche numéro 10. Et oui, déjà. Et pour démarrer ce nouveau Popsinoche, je vous propose, maintenant que les esprits se sont un peu apaisés autour des derniers Césars, eh bien de revenir sur cette cérémonie, de faire un petit peu le point. Et alors, il se trouve que moi, j'étais vraiment en plein cœur du dispositif, étant donné que ce soir-là, pour le compte de RTL, en direct, je couvrais l'intégralité de la retransmission de la cérémonie, en compagnie de la journaliste de Paris Première, Anaïs Bouton, et du réalisateur, lui-même césarisé dès son premier film, La femme de ma vie, Régis Varnier. Alors, avant de faire le point et de revenir sur le palmarès avec Régis, je vais quand même vous rappeler, pour rappel mémoire, c'est le cas de le dire, les principaux Césars qui ont été remis ce soir-là. Commençons, si vous le voulez bien, par le César du meilleur espoir féminin, qui a été attribué très justement à Lina Bajrami pour le film Papicha. À noter que également, le film a reçu le César de la première œuvre, comme vous pouvez le voir sur ces photos, exclusive que nous confie notre camarade Jean-Philippe Pariente. César du meilleur espoir masculin cette fois, alors c'est pour le film Les Misérables de Lajli qui a été multi-récompensé, et le César de l'espoir est allé à Alexis Menanti. Excellente performance pour ce comédien en devenir. Je pense que dans les années qui viennent, nous allons effectivement beaucoup entendre parler de lui. Le César du meilleur second rôle féminin cette fois est allé à Fanny Ardant pour La Belle Époque. Il faut dire qu'elle est particulièrement truculente dans ce film de Nicolas Bedos, qui, je vous le signale au passage, a également pour lui reçu le César du meilleur scénario original. Et ça, le scénario original, il l'est, on ne peut pas le nier. Le César du meilleur second rôle masculin a été attribué à Swan Arlo. Alors, Swan Arlo, c'est vraiment la révélation depuis l'année dernière. Il a obtenu le César pour Petit Paysan, souvenez-vous. Et là, il fait une performance absolument stupéfiante, très émouvante dans le film de François Ozon, Grâce à Dieu. Et d'ailleurs, son discours a été extrêmement apprécié. Le César de la meilleure actrice a été attribué à, et ça nous a vraiment fait plaisir dans Popsinoche parce que nous suivons la carrière de Anaïs de Moustier depuis le tout début. Il faut dire que le film dans lequel elle joue, Alice et le maire, n'avait qu'une seule nomination, ce qui est un petit peu curieux, mais c'est elle qui l'a emporté très justement parce que face à Fabrice Lucchini, comme on dit, il faut vraiment faire le job et elle l'a fait magnifiquement. Le César du meilleur acteur a lui été donné à Roch Dizem, qui est quand même auteur, interprète, cinéaste, il sait quand même tout faire ce garçon-là, et dans le film d'Arnaud de Pléchin, Roubaix une lumière, j'ai vraiment trouvé qu'à certains moments, il avait carrément la dimension, le côté taciturne, large d'épaule d'un Lino Ventura. Ça méritait pleinement, selon nous évidemment, le César. Vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à faire des commentaires, cela va de soi. Et là, évidemment, pour certains, les choses ont commencé à se gâter un peu. César de la meilleure adaptation avec Robert Harris, César attribué à Roman Polanski, là des dents ont commencé à grincer, et alors après évidemment, pour J'accuse, le César du meilleur metteur en scène a été remis au cinéaste franco-polonais. Nous ne sommes pas ici dans Popsinoche pour polémiquer, cela dit, si vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça nous intéresse toujours. Et enfin, le César du meilleur film a été attribué aux Misérables de Lajli, le film multi-récompensé dans le monde entier. Il a quand même représenté la France aux Oscars. Mine de rien, c'est quand même très important pour un réalisateur qui fait son premier film. Vous imaginez comme l'histoire est merveilleuse pour lui. Le film est très important, comme à peu près tous ceux que je vous ai cités d'ailleurs, et vous les voyez ici, les films sont disponibles en vidéo, en VOD. Voyez-les parce que ça vaut vraiment le coup et le palmarès est très large et intéressant cette année. D'ailleurs, je vous propose maintenant d'en parler, de faire à chaud un petit point avec celui qui m'avait accompagné dans la retransmission de cette cérémonie sur RTL, le cinéaste Régis Varnier, lui-même oscarisé
et césarisé. Et pour vous, aujourd'hui dans Pop Cinoche, l'homme de Pars vite et revient tard, de Une femme française, de Indochine et de tant d'autres grands classiques du cinéma français revient sur ce palmarès très discuté, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, resituons rapidement le contexte. Régis Varnier, nous venons de passer la soirée ensemble. Oui. Nous avons vécu ensemble et en direct la 45e cérémonie des Césars. On s'attendait à des surprises, on savait que beaucoup de choses pouvaient se passer. Votre réaction à chaud sur la façon dont vous avez vécu et ressenti tout ça? J'ai trouvé que décidément, comme chaque année, les votants des Césars finissent par nous surprendre, soit pour un second rôle, soit pour un plus important comme acteur ou actrice, des gens qui on croyait pas trop, enfin qui ont du talent, mais auxquels nous on croyait pas trop pour la victoire. Tout ça se déroulait, je dirais, à peu près normalement, avec finalement une sorte de répartition où se dessinaient quand même Les Misérables, La Belle Époque et aussi J'accuse, qui avait déjà. Et puis il y a eu cette sorte de coup de théâtre. Coup de théâtre, je veux dire, d'autant plus frappant qu'il était redouté. Parce qu'il avait été préparé soit par, je crois, Adèle Haenel, qui s'était exprimé au New York Times dans une interview, parce que son film vient de sortir là-bas, le film de Sciamma, en disant s'il y a une récompense pour Polanski, c'est comme cracher sur les victimes. C'est ça qu'elle a dit dans le New York Times. Alors je ne sais pas si c'est un mauvais signal de la société, des votants, des Césars. Probablement on va nous accuser d'avoir une assemblée de votants très masculins, parce que dans l'imaginaire des gens, ça va être, c'est pas possible que les femmes aient voté pour Polanski, donc s'il a gagné, c'est parce qu'il y a plein d'hommes qui votent, et que peut-être c'est une réponse au combat des femmes. C'est oui, mais Polanski, c'est peut-être enfin, il est accusé de plein de choses, mais en tout cas, il a fait un film remarquable, c'est un grand réalisateur. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il y a 20 minutes, on aurait fait l'entretien juste avant, sans savoir ça, on aurait parlé autrement de la soirée, mais j'ai l'impression que cette récompense-là, ce prix-là, va totalement vampiriser, phagocyter la soirée. Il va en rester que ça. Mais la question que je voulais vous poser, Régis, c'est, à votre avis aujourd'hui, les votants qui ont voté pour Roman Polanski, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en leur âme et conscience, Polanski a fait le meilleur film de l'année, enfin la meilleure réalisation de l'année, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi l'envie de soutenir Roman Polanski? Alors, je ne peux pas vous répondre pour une bonne raison, c'est que, alors je pense qu'en plus le règlement, c'est qu'on n'ait jamais accès aux enveloppes ouvertes par les huissiers, même a posteriori pour savoir ce qui s'est passé, mais il est possible que Polanski gagne d'un vote devant Céline Sciamma et Nakache Toledano. Mais ça fait quand même beaucoup de votes. Oui, mais peut-être que c'est 650 pour Polanski, 648 pour Nakache Toledano et 644 pour Céline Sciamma. C'est-à-dire qu'il y aurait eu 3-4 personnes un peu moins paresseuses, « Ah, j'ai oublié de voter », et tout d'un coup, on passe devant, et vous êtes au relais de la victoire, alors que sur le dernier clic, il a suffi de 2-3 personnes qui se réveillent pour vous faire passer devant. Et ça fait la différence. Voilà, parce que je ne crois pas que ce soit un raz-de-marée. Si c'était un raz-de-marée, ça aurait été un film qui aurait ramassé 8, 9, 10 Césars. Donc ça peut être dans un mouchoir de poche et ça change tout d'un coup toute l'image des Césars. À 5 voix près, vous changez toute l'image de la soirée et de l'impact des Césars. Évidemment. Ce soir. Alors, ne parlons pas que de ça. Voilà. Un mot sur le César du public, qui a été un César très discuté également pour d'autres raisons. Mais il démarre sur, on prend les 5 meilleures recettes de l'année, les films qui ont fait le plus d'entrées, et on les met en finale. Alors là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on les met en finale auprès des votants de l'Académie, qui finalement, dans les 5, vont finir par voter souvent pour celui qui préfère, c'est normal, et pas pour celui qui a fait le plus grand nombre d'entrées. Voilà. C'est-à-dire que le César du public n'est pas décerné par le public. Non, et il faudrait... mais je pense que le public, d'ailleurs, peut-être qu'il va voir Le Bon Dieu, parce qu'il a vu le premier, que le deuxième l'amuse. 6 700 000 mais peut-être, spectateurs. Et en même temps, peut-être qu'ils disent j'ai mieux aimé le premier, et j'ai vu Les Misérables que j'ai préféré. Donc, mais en tout cas, au moins qu'on donne la chance au public d'aller au bout de son vote. Oui. Donc plutôt globalement satisfait du palmarès. Oui, l'essentiel quand même. Alors, il faut revenir à l'essence. Pardon, c'est Les Misérables. Oui. C'est le film de l'année. C'est le film important. C'est quand même marqué film de l'année. Voilà. Pour moi. Ok. Et, non, mais c'est important de le dire. J'aimerais, pour conclure, Régis, revenir au César et vous.
Oui. Il ne vous a pas échappé que derrière vous, spontanément, quand vous la voyez dans un format 120-160, cette affiche de Benjamin Baltimore, elle vous rappelle des choses. Oui, d'abord, je me souviens qu'on n'arrivait pas à trouver l'affiche. Et en fait, ils sont debout, je crois, et il a pris la photo et il l'a renversée. Ce qui fait qu'on a l'impression... c'est une photo. Oui, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils tombent, alors qu'en fait, ils sont tous les deux debout. Oui, parce qu'elle a un mouvement de cheveux. Voilà, Jane Birkin, et en fait, on a l'impression qu'elle le fait basculer. Voilà, et ça c'était. Et puis non, c'était un. Je me souviens, on était nommés en première œuvre. Alors c'est votre premier film, votre première réalisation. Et on avait 4 nominations pour les acteurs. Il y avait Malavoie, Jane, Jean-Louis Trintignant et Dominique Blanc en espoir. Et on a eu la première œuvre. Merci beaucoup, Régis. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. À l'année prochaine alors. Ouais. Avec des affiches telles que Le Dernier Métro de François Truffaut, Providence d'Alain Resnais, Tess de Roman Polanski, décidément encore lui, ou Diva de Jean-Jacques Benex, l'affichiste René Ferracci aurait quasiment pu obtenir le César de la meilleure affiche tous les ans si le prix avait existé de son vivant. Je plaisante, mais toujours est-il que Pop Sinoche tenait absolument aujourd'hui à rendre hommage à la mémoire de cet immense affichiste, brillant, extrêmement prolifique. Voici une séquence qui va vous permettre de mieux le connaître. Pop Sinoche s'affiche avec René Ferracci. Aujourd'hui, Pop Sinoche s'affiche avec René Ferracci. C'est un hommage que je souhaiterais rendre à un immense artiste de l'affiche du cinéma français. Regardez celle que je suis en train de déplier là, le film de Alain Resnais, Providence. C'est probablement une des plus belles métaphores, une des plus belles paraboles d'un film un peu compliqué. Resnais, c'est jamais très simple, mais c'est en tout cas une des plus belles affiches du cinéma français. Elle est signée René Ferracci. Je vous en parle parce que cet homme, après son service militaire, a été responsable de la publicité de la Metro-Goldwyn-Mayer en France au début des années 50 et il a commencé tout doucement, armé de ses porte-plumes et de son encre de Chine, à dessiner des pavés publicitaires, puis des affiches, et il s'est passionné pour cet exercice au point que non seulement il a révolutionné l'art de l'affiche dans le cinéma français en l'ouvrant au dessin, au photomontage, avec un talent égal dans tous les exercices, mais de surcroît, il en a réalisé plus de 3000 alors qu'il est décédé en 1982 à l'âge quand même assez jeune de 54 ans. Il n'a cessé toute sa vie de dessiner et de se mettre au service des réalisateurs, des producteurs et des distributeurs pour magnifier les films. Je viens de vous montrer celle de Providence. Je vais me taire quelques instants et vous laisser en musique admirer une dizaine d'affiches du grand René Ferracci. Regardez. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous les aimez et comment vous les trouvez ces affiches-là.
En voyant ces petites merveilles, on se dit qu'il est un peu frustrant de ne vous présenter qu'une dizaine d'affiches de Ferracci, mais ayez la curiosité d'en découvrir d'autres. Et sachez également que lors de la 11e nuit des Césars en 1986, à l'occasion de la création du César de la meilleure affiche qui n'a malheureusement duré que quelques années, un César d'honneur posthume avait été attribué à René Ferracci et remis par César lui-même à son épouse. Ce n'était que justice devant l'importance de l'œuvre de ce grand artiste. C'était un hommage, aujourd'hui, à un homme disparu, je vous le disais, au début des années 80 et demeure encore aujourd'hui un des plus grands affichistes français. Retenez ce nom parce que vous avez vu un nombre considérable d'affiches de cet homme sans savoir qu'elles étaient de lui. René Ferracci était un immense artiste, a beaucoup fait pour le cinéma et pour les grandes affiches de films. Pop Cinoche s'affichait aujourd'hui en hommage à René Ferracci. Comme Pop Cinoche, vous le savez, s'intéresse à tous les styles de cinéma, dans le domaine du film d'action, voici les dernières nouvelles de Fast and Furious. Le numéro 9 est prévu pour une sortie le 20 mai, on a encore un petit peu le temps, mais voici les toutes dernières images disponibles de ce film dont peut-être vous allez avoir l'eau à la bouche ou au contraire vous dire que ça n'est définitivement pas votre tasse de thé. En attendant, Fast and Furious numéro 9, dans votre Pop Cinoche numéro 10, on en a un d'avance. Ouais. En 2001, personne n'aurait pu imaginer que ce petit film d'action sympa deviendrait une des franchises les plus rentables de l'histoire, avec des suites, bon, parfois plus ou moins réussies, mais toujours avec un état d'esprit assez authentique qui enchante déjà plusieurs générations de fidèles. À grand renfort d'effets numériques mêlés à des cascades réelles, souvent exécutées par de vrais cascadeurs, les films se succèdent les uns après les autres et deviennent de plus en plus spectaculaires, avec des castings 5 étoiles à l'instar du petit dernier. Alright, Dom. What's next? No matter how fast you are, I am not to be compared to you. no one outruns their past. I am more easy, you trying your best to become me. Et pour annoncer l'événement, un concert a été organisé le 31 janvier dernier en présence de toute l'équipe. Hello, everyone. Les fans sont déjà super excités de ce qui va se passer ici à Miami. Jamais dans l'histoire on avait vu une bande-annonce en première mondiale avec un concert. C'est la première fois que ça arrive, c'est Fast 9. First time that Hollywood's ever done it. This is Fast 9. The world La première mondiale de la bande-annonce de Fast 9, c'est maintenant. trailer happens now. Ah! Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No, that's not impressive. My ass is in fuego! C'est notre public qui nous demande de continuer la saga. Ils y ont droit. So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. Fast 9, c'est une bonne alchimie parce qu'il y a un background des films, un background de spectacle, un background musical. En plus, c'est une famille cool qui ne se pose pas de questions, qui n'a jamais peur de grandir, jamais peur de repousser les limites. Came here to take you down, little brother. That's your mistake. This is my world. Fier, je suis très fier de ce film. Very proud of this film. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, je voulais partager avec vous deux portraits de personnalités extrêmement différentes. Il y a un biopic et un doc. Alors commençons par le documentaire si vous voulez bien, qui est consacré à Michael Hutchence.
En résumé, Michael Hutchence, vous vous souvenez, le leader, le chanteur du groupe de rock australien INXS, et il se trouve, alors ça vous ne vous en souvenez peut-être pas, qu'en 1997, un beau jour de cette année-là, on l'a retrouvé pendu dans sa chambre d'hôtel à l'âge de 37 ans. Eh bien, ce documentaire qui a fait le tour du monde et qui a été présenté dans un grand nombre de festivals de cinéma retrace justement l'ensemble de sa carrière et nous montre surtout que cette star était beaucoup plus fragile qu'on pouvait l'imaginer. You know when there's one person in a room that has a special light, that was him. He was the complete package. And everyone wanted a piece of him. I don't like the idea of goals. I don't like the idea of success. He actually wanted to be an artist. I think it confused him whether he wanted to take on being Michael Hutchence. It started to take its toll on him. We were riding home on our bikes. This insane taxi driver got out of his car and punched him. And right from the get-go, Michael was kind of different. I just felt this incredible, overwhelming sense of sadness. He was a shy kid. He didn't want to walk into a room full of people, let alone sing. I remember asking Michael what his definition of rock and roll was. He said, liberation. Sometimes your stars line up and everything in life clicks. And sometimes you're fighting against nature itself. Incroyable destin, beau, riche, célèbre, talentueux, charismatique et pourtant une carrière brisée en plein vol. Après le documentaire, le biopic maintenant. Mais si vous voulez bien, pour vous présenter ce film, j'aimerais bien changer de tenue et me mettre au diapason. Franchement, c'est mieux comme ça, non? Alors, cette voiture, celle que vous voyez là, la DeLorean DMC-12, évidemment tout le monde la connaît grâce à la saga Retour vers le futur. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle porte le nom de son concepteur. Cet homme s'appelle John DeLorean. Et là où l'histoire est incroyable, c'est qu'après avoir été un des plus grands pontes de l'industrie automobile américaine, John DeLorean a voulu prendre son indépendance, créer sa propre société pour justement commercialiser la fameuse DeLorean grise en acier brossé, etc. Mais comme c'était tout sauf un gestionnaire, cet homme, il s'est retrouvé très vite confronté à d'énormes problèmes financiers qu'il a voulu essayer de compenser par les gains du trafic de drogue. L'histoire est vraie et c'est précisément ce que raconte ce film Driven, une formidable et jouissive petite série B comme on les aime. En voici un extrait. Damn it. That's a nice looking car. Yeah, thanks. Back in the day, the girls loved it. Turn it over. How the hell did you do that? I designed it. You're John DeLorean, aren't you? Shakespeare writes a play, he at least gets to put his name on it. Oh, I might do that yet. Ladies and gentlemen, the most successful auto executive in living memory, Mr. John DeLorean. It is my great pleasure to present to you the DeLorean motor car. It's like science fiction or something. It's the future. I've hit a cash flow problem. I need to raise $30 million in the next 10 days. Can you help me, Jim? One thing I've learned is that there is a deal to be made, always. That husband of yours is quite the charmer. Only until you get to know him. What is that? Okay. What is going on? I work for the FBI. You're in the FBI. You know, like a spy. You're a spy. They would classify me as an informant. You work with us on this, we bring him in, you go free. John DeLorean, 30 million, cocaine. Check. Hi, I was looking for John. Who wants to know? Check. What's that? Check. Please go check. Yeah, thank you. You're moments away from being a very rich man. You owe us. We don't owe you. I will be remembered. My car will be remembered. John is your friend. Don't do this, John. History is written by the victors.
John, what are you doing? Drive the DeLorean and live the dream. If you haven't signed up yet, what are you waiting for? Et pour finir, Eric Serra a traversé la France en jouant la musique du Grand Bleu à guichet fermé en ciné-concert. Eh bien, souvenez-vous que ce film, étendard de toute une génération, est sorti en mai 1988. Ça fait 32 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas, mais pour fêter tout ça, le label Panthéon nous fait un cadeau formidable. Un coffret collector édition limitée, autrement dit, le Grand Bleu, la totale. Le coffret comprendrait, c'est ce qu'on nous annonce en tout cas, pour la première fois, l'intégrale en 3 LP, 3 33 tours vinyle, le DVD du film, le double CD de la musique, des photos rares, des bandes démos, un livret de 20 pages et une interview exclusive d'Eric Serra. Ça mérite quand même une petite vérification. Alors, regardons comment tout ça se compose. Ouvrons... Ah ouais, c'est vraiment beau quand même. Il y a... Alors voilà... les LP 1, 2 et 3, et la surprise, c'est quand même que les 33 tours vinyles sont du même bleu que l'affiche du Grand Bleu. Là, on pousse loin le sens du détail. Voilà pour les LP. Qu'est-ce qu'il y avait également en CD et en DVD dans ce petit coffret triptyque? Ben oui, c'est ça, CD1, CD2, le DVD du film en version remasterisée. On va pouvoir le découvrir, le redécouvrir dans d'excellentes conditions. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ah voilà, le livre dont on nous parlait, Le Grand Bleu, format 33 tours toujours. Ah, Enzo, je m'appelle Enzo. Une interview d'Eric Serra qui va évidemment raconter toute l'histoire de la musique, les partitions de My Lady Blue, ça va plaire aux musicos. Toujours de belles photos bien sûr, Eric Serra en studio, le track listing de tout ce qu'on a à l'intérieur. Ça me paraît... Oh mais oui, le diplôme des victoires de la musique et du César. Parce que n'oublions pas, tiens, c'est l'émission ou jamais pour le dire, Eric Serra avait obtenu le César de la meilleure musique pour Le Grand Bleu. Bon, c'est un film mythique et je crois que si vous êtes vous aussi acquis à cette cause, il faudrait que vous vous procuriez le coffret Grand Bleu, la totale. Allez, on range cette petite merveille. Voilà, cette fois, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme. Si c'est le cas, likez, d'abord parce que ça nous fait plaisir. Vous partagez, vous commentez. On est tous là parce qu'on aime le cinéma. Continuons. N'oubliez pas, chaque matin, 6h30, la photo du jour. Et puis, si vous avez envie de vous procurer un certain nombre de choses que je vous ai présentées, le coffret du Grand Bleu, les DVD des Césars, etc., mon t-shirt, pourquoi pas, allez dans la description du programme. Tous les liens sont disponibles. Je crois que vous savez tout pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain. Bye!